Je parle depuis un moment de l'importance de la première formule. Vous vous souvenez, bien sûr, un pot, vous ne l'avez pas déjà oublié, un pot égale assiette multipliée par taux d'imposition, hein. Donc, c'est une formule importante que je souligne abondamment. Cette formule est arithmétiquement transformable pour obtenir un rapport, le rapport entre le montant d'un impôt et l'assiette de cet impôt. Ce rapport s'appelle le taux d'imposition. Si je fais impôt sur assiette, eh ben, j'ai taux d'imposition arithmétiquement. Alors en pratique, ce taux est très important dans la formule, bien sûr, et aussi dans la politique fiscale que souhaite conduire l'entreprise. En effet, si l'entreprise ne peut pas toujours avoir une action sur l'assiette, hein, on l'a vu précédemment, donc une action par exemple en diminuant ses produits imposables ou en valorisant au mieux ses charges déductibles, eh ben, si l'entreprise ne peut pas avoir une marge de manœuvre, hein, sur l'assiette, il lui reste la possibilité, encore une fois ça peut être marginal, d'agir sur les taux d'imposition pour diminuer ses impôts, comme on l'a évoqué un peu avant. Alors, comment agir en pratique? Eh bien, en recherchant en quelque sorte des secteurs, alors je mets le terme secteur entre guillemets parce que ça peut être des activités ou des territoires, en recherchant les secteurs où les taux d'imposition sont plutôt bas. Alors, comme je l'indique, ces secteurs, je l'indiquais, ces secteurs peuvent être des zones géographiques ou des territoires situés à l'intérieur des frontières. Donc, j'ai parlé de la notion de zone franche. On réévoquera un tout petit peu cette notion qui est intéressante, mais qui est pas aussi lucrative qu'on pense, et en particulier qui est limitée dans le temps pour les entreprises. Donc soit on cherche ces territoires, ces zones géographiques à l'intérieur des frontières, soit on les cherche à l'extérieur. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle les territoires à fiscalité privilégiée ou les territoires non coopératifs à fiscalité privilégiée. Alors c'est le terme juridique cette fois, pour un autre terme plus journalistique et plus connu, que vous connaissez, qui est le terme de paradis fiscal. Donc quand on dit territoire à fiscalité privilégiée, ça veut dire paradis fiscal, paradis fiscaux. Donc, ça peut être des secteurs donc géographiques vers lesquels l'entreprise va rechercher des taux d'imposition plus favorables à ses intérêts, ou ça peut être également des secteurs d'activité où il y a moins d'imposition. Alors, il peut y avoir des secteurs et le gouvernement ou les gouvernements successifs depuis une vingtaine d'années ont développé tout un tas de systèmes de crédits d'impôt dans tous les sens pour favoriser la compétitivité, pour favoriser la recherche, pour favoriser ci, favoriser ça. Donc ça va cibler en fait des activités où techniquement le taux d'imposition, grâce au mécanisme qu'on verra dans la deuxième partie du cours, de la notion de crédit d'impôt, ben, ça va permettre techniquement et financièrement, bien sûr, de diminuer le taux d'imposition. Ça, c'est une chose assez intéressante également. Et puis, bon, une solution qui a ma préférence, je dirais, en termes de, de mécanique ou de construction mécanique, et qui est intéressante parce que justement, en réfléchissant à ce type de solution, je fais une toute petite parenthèse. Vous avez dû vous apercevoir sur vos travaux personnels, vos passions, je sais, quand vous approfondissez vraiment un sujet, quel qu'il soit, hein, dans un domaine qui vous intéresse, alors je ne parle pas de la fiscalité en particulier, ou même de la fiscalité du tout, ou du droit du travail ou autre, mais n'importe quel sujet, quand vous procédez à un approfondissement vraiment serré, très intense, vous vous apercevez que vous vous enrichissez considérablement parce que vous découvrez tout un tas de choses à travers l'approfondissement auquel vous procédez. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, je sais pas, la mécanique automobile, ça peut être le sport, ça peut être l'informatique, ça peut être dans n'importe quel domaine. Quand vous approfondissez un domaine particulier, une matière particulière, vous découvrez énormément de choses qui sont pas nécessairement liées à cette matière. Vous apprenez, vous découvrez de nouvelles techniques qui vous seront utiles pour autre chose, etc., etc. Vous découvrez peut-être des éléments d'histoire qui sont intéressants pour expliquer d'autres phénomènes. Bon, voilà. Donc là, c'est un peu ce que j'indique là. Comment agir en fait pour
pour essayer d'agir sur le taux d'imposition. Eh ben, il y a une troisième solution, ou un troisième aspect, je disais, il faut rechercher des secteurs où les taux d'imposition sont plutôt bas. On a vu le secteur géographique, le secteur d'activité professionnelle. Et puis, troisième aspect, l'entreprise peut éventuellement mixer, bien sûr, les zones et les activités, réfléchir à un saucissonnage, entre guillemets, de son activité ou même de son statut. Vous avez une même entreprise qui va se... Et ça arrive très très souvent, hein, c'est même, je dirais, dans les entreprises qui prennent un peu d'ampleur, c'est devenu quasiment la règle, finalement, d'avoir un saucissonnage des activités et des territoires afin de loger en quelque sorte l'activité de l'entreprise ou les activités de l'entreprise dans des secteurs où la charge fiscale sera la plus faible possible, où le taux d'imposition est le plus faible. On retrouve cette notion de taux d'imposition. Et ainsi conserver des activités faiblement imposées dans des zones où le taux d'imposition est très fort. Donc on va répartir en quelque sorte imaginez une entreprise, donc le terme entreprise, de ce point de vue-là, on a vu qu'il n'était pas défini, et ben c'est parfait. Une entreprise va se constituer en plusieurs sociétés, et ces sociétés vont se loger dans des activités et des territoires en fonction du taux d'imposition. Par exemple, les activités de perception de redevances, de brevets, par exemple. Je prends l'exemple d'Apple. Apple a sa société qui perçoit les droits sur les licences et les brevets, donc des propriétés intellectuelles d'Apple, qui a naturellement énormément au titre du développement de son entreprise. Apple a énormément de brevets et de licences qu'elle fait payer à toutes les personnes qui utilisent ces brevets et ces licences. Et ben, au lieu de récupérer l'argent à Cupertino en Californie, elle récupère ça en Irlande où le taux d'imposition est entre 0 et 2%. Donc vous voyez un peu l'idée, c'est la même société, hein, je veux dire. Apple Irlande n'a absolument aucune autonomie, sinon juridique, par rapport à Apple, au siège d'Apple à Cupertino, hein. C'est comme les, les ordinateurs qui seraient fabriqués, par exemple, dans tel ou tel coin en Asie. Il ne faut pas croire que l'usine qui fabrique les ordinateurs a une quelconque autonomie en disant, bah, tiens, ça serait pas mal, on va faire un écran tactile. Non, non, ça n'existe pas. C'est vraiment la même entreprise, et là on retombe sur la notion d'entreprise, hein, mais qui va être fractionnée en plusieurs entités. Alors, j'emploie le terme large d'entités, qui peuvent être des sociétés, etc. Et ces sociétés vont se répartir généralement en fonction du taux d'imposition, hein, justement, nous en parlions, en fonction du taux d'imposition. Et là où ces sociétés, où les activités, par exemple, rapportent beaucoup et coûtent peu, c'est le cas particulier que j'évoquais, à savoir les brevets. Bon, ben voilà, il n'y a plus de brevets. Enfin, les brevets, ils ne sont pas créés en Irlande, ils sont simplement vendus à partir, ou cédés, ou loués à partir de l'Irlande, les licences et les brevets. Et l'argent rentre. Il ne fait que rentrer, il n'y a pas de dépenses. Ou quelques dépenses de personnel, mais relativement faibles par rapport à ce qui rentre. Et dans ce cas-là, vous imaginez que si Apple était aux États-Unis ou en France, il se ferait crucifier, il paierait des impôts énormes, puisque justement, il n'y a pas de charge et beaucoup de rentrées, de produits. Donc là, voilà. Je résume, l'entreprise va mixer zones et activités, et réfléchir à un saucissonnage, hein, pour loger celles de ces activités qui génèrent le plus de charges fiscales dans un endroit où le taux d'imposition est très faible. C'est-à-dire, quand je dis charge fiscale, ce n'est pas charge déductible, hein, c'est là où je devrais payer beaucoup d'impôts, eh ben, je vais essayer de me mettre dans un endroit où le taux d'imposition est très très faible, et je vais conserver des activités faiblement imposées dans des zones où le taux d'imposition est très fort. Par exemple, je sais pas, aux États-Unis, je vous ai dit que les taux d'imposition étaient relativement forts entre les taux des États fédérés et ceux de l'État fédéral. Par exemple, vous allez avoir des activités de recherche, parce que ça coûte beaucoup et ça rapporte peu. Vous allez avoir des activités de recherche aux États-Unis, comme par hasard, oui. Oui. Et là, vous voyez, on retombe sur la notion d'assiette et on retombe sur la notion de taux d'imposition. Tout ça, ça relève de ce qu'on appelle, comme je l'ai déjà indiqué élégamment, l'optimisation fiscale, hein, qui est une activité assez intéressante et complexe surtout,
mais qui nécessite une bonne connaissance, bien sûr, de la fiscalité, puis du droit des sociétés, et en particulier du droit international privé, pour tout ce qui est transactions avec l'étranger. Donc ça, c'est hyper intéressant. Toujours du point de vue pratique, il y a beaucoup de taux d'imposition. Il y a au moins autant de taux, et même plus, que de types d'impôts. Regardez pour la TVA, on ne parle que de la taxe sur la valeur ajoutée, mais il y a énormément de taux, hein. Il y a le taux normal, le taux réduit, le taux super réduit, il y a le taux outre-mer, il y a le taux en Corse, il y a le taux en France hexagonale, etc., etc. Et enfin, les taux sont naturellement, je le rappelle quand même, fixés par les pouvoirs publics. Et là, on retombe sur notre définition de l'impôt. Vous vous souvenez la définition qu'on attribue à Gaston Gèze, avec ces 5 critères de l'impôt.